Et elle dit, ah, tout le monde s'enthousiasme là pour le film du jeune beau gosse qui vient de sortir, etc. Elle dit, mais c'est complètement nul. En revanche, elle dit, ah ben, quand même, Vittorio Gassman, ça c'est quelqu'un, ou Pierrot le Fou de Godard. Alors elle dit, tout le monde, ils ont tellement sifflé et hué que j'ai envie de me lever pour leur hurler dessus en persan, bouclez-la. Bonsoir, alors bonsoir à toutes et à tous. On est ici ce soir pour donc présenter ce livre, le volume d'œuvres en prose de Forough et Farrokhzad, composé, introduit, traduit par Sébastien Jalot, ici présent, et qui vient de paraître aux Belles Lettres. Donc un mot de présentation. Donc Sébastien Jalot, comme vous le savez, est traducteur du persan. Il avait déjà traduit notamment il y a 2 ans la Chouette aveugle qu'on avait publiée. On avait fait une présentation ici même. Puis il a traduit différents autres livres entre deux. Par exemple, un livre de Ehsan et Norouzi qui est apparu chez Zulma l'année dernière. Voilà. Et moi, je suis Nicolas Filicic, je suis l'éditeur du livre aux Belles Lettres. Un mot, juste, je me permets, on est très heureux d'être là ensemble pour parler du livre, pour parler de l'Iran, pour parler de Forough et Farrokhzad, c'est important. Et puis aussi, on est heureux, enfin moi en tout cas, mais je pense Sébastien aussi, que ce livre existe. C'est toujours un long processus qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'investissement de la part de beaucoup de gens qui posent beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes sur la route, comment faire surtout un livre comme ça, qui est composé spécialement. Donc voilà, on est très heureux qu'il soit là et finalement, il nous semble plutôt réussi. Donc, et en plus, ce livre paraît un moment extrêmement particulier de l'histoire de l'Iran, un moment très dur et qui invite probablement aussi face à toutes ces remises en question, à toutes ces destructions, à regarder aussi un peu vers le passé. Qu'est-ce qu'on doit détruire? Qu'est-ce qu'on doit sauver? À quoi est-ce qu'on tient? Comment reconstruire peut-être? Donc ça tombe à un moment, à mon avis, assez juste. Et puis, ça paraît aussi un moment de grande actualité éditoriale et culturelle, en fait, autour de Forough et Farrokhzad. Comme vous le savez, en même temps apparue une traduction de la poésie de Forough et Farrokhzad par Layli Anwar dans la collection Poésie de chez Gallimard. Il y a une présentation la semaine dernière ici. Mais Mina Kavani, la comédienne, a aussi fait un spectacle sur Forough et Farrokhzad qui a eu lieu au Bouffe du Nord fin février. Je trouve qu'aux États-Unis, Farzaneh Milani publie aussi une traduction en anglais de son livre sur la vie de Forough et Farrokhzad qui paraît maintenant. Donc il y a quelque chose de très, très fort. Et pourtant, tous ces projets, ils sont nés bien avant les événements, bien avant l'attaque, et même bien avant, je crois qu'on l'appelle la guerre de 12 jours du mois de juin. Donc ça m'amène à ma première question, finalement. En dehors de ces événements, il y a eu un intérêt pour Forough et il y a plusieurs personnes qui se sont dit, tiens, il est intéressant de faire lire Forough aujourd'hui et d'en parler. Alors Sébastien, pourquoi en fait est-ce que tu t'es intéressé à Forough et qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on est dans un moment particulier en Iran ou en France ou en Europe qui fait qu'il y a un intérêt à lire ou à relire Forough et qu'est-ce qui t'a amené à elle? Ok. Merci déjà pour me recevoir ici. Et merci à toi, Nicolas, d'être ici et de me faire ces questions. Alors, en ce qui concerne... en ce moment... alors, pour moi, déjà, je suis arrivé à Forough. Je connaissais le nom de Forough et son œuvre déjà depuis assez longtemps, puisque je pense qu'on avait dans ma famille des livres de Forough et Farrokhzad. Donc, adolescent, déjà, j'avais une certaine idée de son œuvre. Je pense que ce qui m'a déjà le plus marqué dans son œuvre, c'était son film, Khaneh Siyah, donc le film qu'elle a réalisé en 1962, qui était disponible en ligne, je pense, à l'époque où je l'ai vu. Donc ce film déjà m'avait beaucoup marqué et donc c'est ça. Depuis l'adolescence, je connaissais son nom, j'étais intéressé par son œuvre. J'ai pu lire son œuvre aussi dans différentes traductions. Et quand j'ai commencé à apprendre le persan, donc il y a à peu près 8 ans, ça a été pour moi assez naturel de vouloir lire Forough et de connaître son œuvre en langue originale. Donc je pense déjà que le livre est venu de cet intérêt et de cette, de
de l'intérêt que son œuvre a suscité chez moi depuis longtemps. Et en ce qui concerne le moment actuel, alors moi j'ai commencé à travailler, en tout cas j'ai commencé à m'intéresser à l'œuvre en prose de Forough Farrokhzad il y a environ 1 an et demi. Ouais, non, en fait, il y a environ 2 ans, quand la dernière fois que j'étais à Téhéran. Donc, c'était bien avant les 2 dernières guerres. Mais en ce qui me concerne, évidemment, de par le contexte politique récent des 10-15 dernières années, ça me paraissait important, évidemment, de valoriser déjà cette œuvre-là, qui est considérée comme un peu l'inauguration de la voix féminine dans la littérature persane moderne. Donc, évidemment, ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et quand j'ai découvert l'existence de ce texte en prose, alors que j'étais à Téhéran, de façon totalement accidentelle, et en voyant que non seulement que ce texte en prose n'était pas très connu, voire presque pas connu, même en Iran, même chez des gens qui connaissaient la littérature, qui étaient intéressés par la littérature, même par les différents libraires ou bouquinistes à qui j'ai posé que je suis allé interroger à Téhéran. Donc déjà, le fait que ces textes soient inconnus m'a intéressé, et en plus de cela, donc c'est ça, le contexte politique, social actuel ou récent, ou en tout cas depuis la révolution islamique, m'a poussé à croire que la traduction et l'édition de ces textes en prose pourraient servir d'introduction extrêmement pertinente et intéressante, non seulement à l'œuvre poétique de Forough Farrokhzad pour le lecteur francophone, mais également d'introduction et, disons, de fenêtre pour entrer dans ce qu'était la réalité de la société iranienne de la seconde monarchie Pahlavi, et en tout cas disons, pour que le lecteur francophone puisse se rendre compte qu'est-ce que c'était peut-être que d'être une femme et une artiste dans les années 50-60 à Téhéran, par exemple. C'est une des questions que je voulais Ouais. te poser. C'est vrai que donc le volume, on ne l'a pas dit, contient beaucoup de choses, beaucoup de textes tout à fait divers. Il y a des lettres de Forough, de la main de Forough. On détaillera peut-être à son mari, Parviz Shahpour, à Ibrahim et Golestan. Il y a des nouvelles d'Ostan Koutor qu'elle a écrit. Il y a un récit de voyage en Europe. Il y a la traduction de la voix off du film Khonei Siahas. Et puis il y a des entretiens aussi. Et effectivement, on peut se demander pourquoi éditer la prose et pourquoi la lire, puisqu'on définit toujours Forough comme étant une poétesse, c'est la première chose qu'on dit. Alors tu dis, il y a cet intérêt historique de connaître une époque, de connaître un contexte culturel. Est-ce qu'il y a des qualités littéraires ? Est-ce que c'est juste une lubie comme ça de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourra bien faire ? Est-ce que ça permet d'entrer dans la vie d'une personne dont il est particulièrement intéressant de connaître la vie, parce que c'est une grande question de la critique littéraire, en fait, de dire, faut-il s'intéresser vraiment à la vie de la personne pour apprécier son œuvre ? Donc, est-ce que c'est une introduction à son œuvre ? Ou est-ce que c'est intéressant de connaître son œuvre un peu plus en détail ? Oui, alors je pense que je pourrais dire oui un peu à toutes ces questions, mais peut-être dans une autre perspective qui combine un peu toutes ces questions en même temps. Je dirais que pour moi, ce qui était intéressant avec cette œuvre en prose, donc déjà, c'était sa nature extrêmement hétéroclite. Donc, sous le nom... Si on simplifie les choses et qu'on regroupe sous le nom d'œuvre en prose tout ce qui n'est pas en vers, on se retrouvait, dans le cas de Forough, avec un ensemble de textes vraiment très divers. Donc, comme Nicolas l'a dit, des lettres, des nouvelles, un récit de voyage, des entretiens. Voilà, donc des textes de nature assez différente, certains proprement littéraires, comme les nouvelles, qui appartiennent à une forme littéraire très précise, et d'autres qui sont des textes qui n'appartiennent pas à une forme littéraire déterminée, mais qui sont quand même des formes de discours qu'elle a investies de façon plus ou moins poétique et personnelle. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette diversité-là, et surtout de pouvoir, à travers ces textes, représenter d'une certaine façon les différentes façons que Forough Farrokhzad a eu d'investir le discours, et de façon tout aussi, à chaque fois, créative et personnelle, mais à chaque fois de façon extrêmement différente. Et je pensais que ces différents discours pouvaient non seulement servir à refléter différents aspects de sa capacité créative et de sa personnalité, donner
d'une certaine façon, représenter différentes facettes innovantes de la littérature d'alors. Par exemple, je pense que le fait que Folore Falarzad, la façon dont que Folore Falarzad a eu d'écrire, par exemple, à son premier mari ou à son amant ensuite, est une forme qui est extrêmement intéressante dans l'histoire, dans le contexte des discours qui existaient à l'époque. Par exemple, qu'une femme puisse investir le discours épistolaire de cette façon, se révéler de cette façon ou se présenter de cette façon, parler d'elle-même de cette manière-là, à tous égards, c'est assez unique. Et il n'y avait pas, par exemple, beaucoup, même dans le registre de la fiction ou des livres qui étaient publiés alors en Iran, il n'y a pas beaucoup d'exemples analogues d'une femme qui puisse parler d'elle-même de cette manière en prose. Je peux peut-être juste lire un paragraphe. Alors, pas d'une lettre, là, je pensais à son mari, mais d'une lettre qu'elle écrit à un ami, Ahmad Reza Ahmadi. Et voilà, on est dans un moment d'invention de la poésie iranienne moderne. Enfin, il y a beaucoup de textes dans ce volume qui s'intéressent aussi à qu'est-ce que peut être une poésie iranienne contemporaine, libérée un peu parfois des choses anciennes qui sont très présentes, mais en même temps parfois un peu éculées, dont on veut sortir. Et vous allez voir la liberté de ton qu'elle a et aussi les résonances que ça peut avoir avec le contemporain. Je trouve. Elle lui écrit « Mon cher Ahmad Reza, n'oublie pas le maître, donc Vazn, quand il doit écrire, elle dit « Quoi qu'il en coûte, ne l'oublie pas. Écoute ce que je te dis. Mon souhait est que ton talent, ta sensibilité et ton goût empruntent une voix sûre, crédible et solide. Que tes mots aient cette qualité qui les rendra inoubliables. Je crois que tu n'as pas encore trouvé ta propre forme. Je crois que la route sur laquelle tu es n'est pas la bonne. Ce que tu as choisi ne s'appelle pas la liberté. C'est plutôt une espèce de laisser-aller, de relâchement. Exactement comme si on venait piétiner toutes les lois morales en disant qu'on en a marre et qu'à la place, on se mettrait à vivre comme des herbes folles. En fait, si détruire ne mène pas à construire à nouveau, nos actes ne sont pas dignes d'approbation. » C'est incroyable dans un paragraphe très court comme ça, à la fois sa réflexion sur la poésie, mais sur le monde aussi, enfin sur la façon de faire les choses, parce qu'elle-même a constamment... appliquer ça à son œuvre propre. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant dans son œuvre, donc dans son œuvre en prose, dans le recueil de la prose qu'on a fait, c'est que on peut voir aussi à quel point comment Folore Falarzad ne cessait de se questionner sur sa propre pratique, de réfléchir sur sa propre pratique, ce qui était également un geste extrêmement moderne de sa part, de pouvoir constamment analyser sa propre pratique et non seulement de mettre cette analyse au service de la poésie de son époque. Par exemple, on voit dans les entretiens qu'elle connaît de façon extrêmement précise l'œuvre de tous ses contemporains, Ahmad Shamlou, tous les autres, Nima Yushid, et tous les autres poètes contemporains de l'époque, et qu'elle avait un avis extrêmement précis sur leur œuvre, sur ce qu'ils faisaient plus ou moins bien, ce qu'ils faisaient moins bien, et elle avait une entière confiance dans sa légitimité à pouvoir dire, voilà, ce poète est fini, celui-là a déjà fait ça, mais maintenant, ce qu'il fait n'est plus intéressant. Et je pense que voilà, c'est le futur de la poésie, ou ce que la poésie doit faire aujourd'hui, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant, non seulement pour l'histoire de la poésie persane, mais aussi pour comprendre le contexte dans lequel elle écrit, et surtout pour voir que finalement la radicalité de son geste poétique ne se retrouve pas seulement dans ses poèmes, mais vraiment aussi dans sa position et dans sa façon de se positionner dans le champ littéraire de l'époque. Et c'est extrêmement intéressant dans ce volume, là-dessus, de voir combien sa faculté de jugement était excellente, en fait, rétrospectivement. C'est-à-dire, elle a ce ton un peu rentre-dedans. Vous l'avez vu, tu te trompes, ça, ce n'est pas la liberté. On pourrait se dire... Bon, c'est un effet de style en quelque sorte. Mais on voit en lisant, et justement, vu la diversité des textes dans tous les différents aspects, en fait, sa grande intelligence, sa grande exigence envers elle-même et envers les autres. Et c'est vrai que sur la poésie, il y a tout un entretien passionnant où elle analyse les œuvres de ses poètes. Et justement, là, j'avais noté, elle dit, voilà, sur Nima Yushid, en lisant sa poésie, on comprend tout de suite qu'il a dû trouver son propre univers et son propre regard à l'âge de 20 ans. Elle dit ensuite qu'il a une œuvre très intéressante, à la différence d'autres poètes autoproclamés dont elle dit, ils n'ont pas trouvé leur style, ils font que copier le style de quelqu'un d'autre. Mais ça ne s'applique pas qu'à la poésie. À la fin du
du volume, on a des lettres écrites à Ebrahim Golestan que tu nous présenteras peut-être dans un instant. Et là aussi, sur le cinéma, elle dit, elle est à des festivals en Italie, à Pesaro, chose comme ça, en 66. Et elle dit, tout le monde s'enthousiasme là pour le film du jeune beau gosse qui vient de sortir, etc. Elle dit, mais c'est complètement nul. En revanche, elle dit, quand même, Vittorio Gassman, ça c'est quelqu'un, ou Pierrot le Fou de Godard. Alors elle dit, tout le monde, ils ont tellement sifflé et hué que j'ai envie de me lever pour leur hurler dessus en persan, bouclez-la. Et donc, là aussi, on voit que rétrospectivement, finalement, c'est Gassman, c'est Godard qu'elle admire, ceux qui sont restés, alors que ce n'était pas du tout évident à l'époque. Ouais. Peut-être que tu peux dire un mot aussi de sa relation justement au cinéma, à Golestan, enfin que c'est un aspect en dehors de la poésie. Je pense déjà, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que ce qui était vraiment important pour elle et ce qui a peut-être fait l'acuité de son jugement, non seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis d'elle-même, je pense que c'était sa grande exigence de vérité d'une certaine façon, cette sorte d'absolu de vérité et de sincérité qu'elle cherchait et qu'elle s'imposait à elle-même et qu'elle utilisait comme critère pour non seulement pour produire, mais également pour décider de sa propre conduite. Et en relation au cinéma, en fait, elle est arrivée au cinéma vers 1958, donc à une époque où en fait elle était donc un an après environ de son voyage en Europe. Elle avait voyagé pendant un an en Europe entre 1955 et 1956. Et donc, à son retour d'Europe, elle a commencé à essayer... C'est le moment où elle a vraiment essayé de commencer à vivre de façon autonome et indépendante, économiquement aussi. Donc, elle a essayé de vivre de sa plume. Elle a écrit donc plusieurs nouvelles et plusieurs textes en prose, dont des pamphlets pour différentes revues et différents périodiques de Téhéran, pour lesquels elle recevait un petit peu d'argent. Donc, beaucoup de ces textes se retrouvent dans notre recueil. Et je pense que, voyant que c'était quand même assez difficile de vivre de sa plume en tant que prosatrice à l'époque, elle cherchait un travail, elle continuait à chercher du travail, et deux amis à elle l'ont mise en contact avec Ebrahim Golestan, qui était alors une étoile montante de la littérature et du cinéma iranien, mais qui était vraiment pas connu à l'époque. Il n'avait pas fait grand-chose de très connu. Et elle a commencé à travailler pour la maison de production de Ebrahim Golestan comme secrétaire dactylo et comme archiviste d'une certaine façon. Et petit à petit, alors est-ce que c'est aussi en nouant une relation romantique avec Ebrahim Golestan ou pas? En tout cas, de petit à petit, elle s'est mise à découvrir d'autres postes au sein de la maison de production. Elle a commencé à découvrir d'autres métiers, elle a commencé à faire du montage. Elle a été envoyée par la maison de production à Londres 2 fois pour faire des stages. Donc, une fois un stage en assistante de réalisation ou en montage, un autre stage pour devenir de réalisation. Donc, elle a vraiment commencé à apprendre le métier. Elle a participé à différents tournages de films de Ebrahim Golestan et de la maison de production, notamment une série de documentaires que Ebrahim Golestan devait faire pour la compagnie pétrolière britannico-iranienne de l'époque. Donc, il devait réaliser différents documentaires dans le sud de l'Iran. Elle a participé à ces tournages, elle a fait le montage de certains des films, elle a été assistante de réalisation sur d'autres. Donc voilà, petit à petit, elle a vraiment trouvé quelque chose qui l'a vraiment passionnée, profondément. Si bien que le cinéma est devenu petit à petit vraiment un vrai médium d'expression pour elle. Donc, ce qui a culminé dans la réalisation de son premier film en 1962. Et avant ça, je dois aussi ajouter qu'elle a commencé aussi à jouer comme actrice. Donc, elle a commencé à jouer comme actrice au théâtre, mais elle est aussi entrée dans un film de Ebrahim Golestan, elle est rentrée dans elle est rentrée dans ce film. Elle a un très très petit rôle dans le film. En fait, c'est elle, la femme en tchador, au tout début du film, qui abandonne son enfant, ce qui est aussi un peu... c'est pas totalement anodin, comme on le sait de par la relation de Fouré Farrokhzad avec son fils. Elle devait être le personnage principal du premier long métrage de Ebrahim Golestan avant Resh Towarine, mais que ce film n'a jamais vu le jour. Et donc finalement, cette relation avec le cinéma a culminé dans son premier film, Khonesi Ast. Et par la suite, en fait, et notamment à travers les lettres qu'elle a écrites à Golestan, on se rend compte qu'elle a vraiment investi le cinéma comme un médium à part entière, si bien qu'à la fin de sa vie, elle avait un projet extrêmement ambitieux de réaliser un long métrage
qui aurait été finalement une sorte de mélange entre, dans lequel elle avait investi aussi bien son talent poétique que cinématographique, enfin tous ses talents artistiques, parce qu'elle avait imaginé quelque part une sorte de tasier autobiographique où elle aurait mis en scène le drame de sa propre famille. Et donc ce projet, normalement, aurait vraiment sollicité aussi bien le cinéma que l'écriture, que le jeu, parce que je pense qu'elle aurait joué son propre rôle dans son film. Et finalement, ce scénario qu'elle a écrit apparemment, qui aurait fait plusieurs milliers de pages, enfin il y a une sorte de rumeur qui dit ça, ce scénario n'a jamais été retrouvé, donc on ne sait pas très bien ce que c'est. Mais là, les lettres, on peut le dire quand même, à Ebrahim Golestan sont en fait tout à fait inédites en français dans les langues européennes parce qu'elles ont été éditées en persan par Farzaneh Milani. Il va y en avoir justement une traduction en anglais, mais qui n'a pas encore paru. Et là, Farzaneh Milani nous a permis d'avoir accès à ces documents. Donc, mais peut-être qu'effectivement, il y aura d'autres documents à trouver. Bien sûr, ce fameux scénario. Peut-être, sait-on. On peut peut-être dire un mot des nouvelles aussi, parce que c'est aussi une dimension intéressante du livre. Je dirais peut-être le début de... Je me permets de vous lire quelques paragraphes comme ça permet d'entendre un peu le ton aussi, puis peut-être de rendre un peu concret ce dont on parle. Mais donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement, ces nouvelles sont sur des thématiques assez diverses, sont des nouvelles de jeunesse, elle les a écrites quand elle avait 22 ans à peu près, en 56, 57. Dans quel contexte elle les a écrites et est-ce que toi tu vois une espèce de... Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vois une espèce d'unité à ces nouvelles Alors oui, c'est des nouvelles qui sont assez intéressantes. Elles ont en commun le fait de toutes adopter la perspective, enfin la plupart d'entre elles adopter la perspective d'une narratrice, donc d'une femme, d'adopter toujours le point de vue d'une femme. Le personnage principal est souvent et c'est souvent des jeunes filles. C'est souvent des jeunes filles et elles ont pour point commun, à mon avis, et de façon assez originale et intéressante, de montrer en fait le désenchantement de toute une génération de jeunes femmes qui avaient été bercées dans l'idée, d'une certaine façon, dans l'idée d'une certaine évolution progressive et moderne de l'Iran contemporain d'alors, surtout en ce qui concerne les relations de genre. Mais d'une certaine façon, ces jeunes filles qui arrivent plus ou moins à l'âge adulte et ils se retrouvent désabusés par la promesse de ce changement et qui se retrouvent confrontés d'une certaine manière à l'impasse, au mur d'une certaine misogynie ou d'un certain patriarcalisme structural dans la société iranienne d'alors. Et je pense que la plupart de ces nouvelles, finalement, sont une sorte de regard désabusé d'elle-même sur sa jeunesse et sur les propres espoirs de sa jeunesse, les propres espoirs romantiques de sa jeunesse. Donc la plupart de ces nouvelles sont en fait... à chaque fois se penche sur souvent sur une relation entre un homme et une femme, et souvent sur quelque part l'impossibilité de cette relation, parfois pour des raisons purement circonstancielles, parfois pour des raisons psychologiques. Et je pense que ce qui est vraiment intéressant dans ces nouvelles, c'est la façon dont elle aborde cette question. C'est souvent des nouvelles qui se passent dans un espace clos, souvent dans un temps extrêmement délimité. Parfois, c'est quelques minutes, parfois, c'est une journée, parfois, c'est une simple conversation. Et elle l'aborde de façon extrêmement épurée, avec un style extrêmement minimal, qui parfois fait un peu penser à un peu une sorte de Duras, du début de la carrière de Duras. Et il y a une sorte d'attention extrêmement délicate pour les détails de l'atmosphère, les détails de des gestes de chaque lieu. C'est extrêmement... il y a une grande sensibilité qui est mise en jeu dans la peinture de ces situations. Et à mon avis, cette sensibilité-là, on l'a retrouvée assez peu dans la littérature des périodiques de Téhéran d'alors. Où finalement, ça a été publié. Ça a été publié dans des périodiques. Ouais. Et dans la plupart de ces périodiques, de ces nouvelles et romans en feuilleton qui paraissaient dans les grands hebdomadaires culturels iraniens, c'était souvent des textes, des romans et des nouvelles écrits par des hommes, et souvent qui étaient souvent un peu des navets, ou un peu des romans à l'eau de rose, ou un peu des nouvelles un peu... des récits un peu banals, quoi. Et à mon avis, ce qu'elle a apporté dans ses publications était particulièrement original. Ouais. On sent sa patte. Et puis, effectivement, ce lien à sa vie personnelle, même si ce n'est pas autobiographique, mais je me permets de vous lire 10-15 premières lignes d'une nouvelle qui est un petit peu différente, où vous sentirez une sorte de lyrisme peut-être plus important que dans la plupart. Je vous dis juste que la scène est en Allemagne.
Depuis ce matin, je suis assise ici au bord d'une fenêtre, dehors il neige, et je sens le froid de l'hiver jusque dans mon cœur. Les toits rouges des maisons d'en face, les vieux arbres de part et d'autre de la rue, ainsi que la tête et les épaules de la statue du soldat dressée au milieu de la place sur son socle de pierre, ont disparu sous la neige. Je serre fort les paupières, mais aucune larme ne vient mouiller mes joues. Si seulement je pouvais pleurer. La froide tristesse qui enserre mon cœur semble m'avoir prise dans ses glaces. Dehors il neige, et les corbeaux, avec leurs cris silencieux, percent le rideau de flocons blancs. Le jour s'incline maintenant vers le soir, et les tombes solitaires regardent le ciel en attendant brièvement, en attendant l'avènement des ténèbres. Je ne sais pas pourquoi, une phrase de la Torah me revient en mémoire. Et lourde est la tendresse de la mort. J'avais deviné ce malheur dès la semaine dernière, je savais que ça allait finir par arriver. Dès l'instant que son infirmière m'a dit « Ils vont l'opérer, cette semaine ». La peur a eu raison de moi. Je craignais même de téléphoner à l'hôpital, je m'efforçais désespérément de rester aveugle et dans l'ignorance. Aujourd'hui, après une semaine, je suis finalement allé à l'hôpital. Mais la chambre 112 était vide. Je suis resté un moment dans le corridor avec la boîte de chocolat et les quelques magazines que je lui avais apportés. Bon. Mais donc ça, c'est... Donc il y a deux nouvelles, en fait, dans le recueil qui ont trait à l'enfance. Donc il y a cette nouvelle-ci qui est en fait le récit où la narratrice nous raconte la relation qu'elle a tissée avec un jeune enfant afghan dans un hôpital en Allemagne, qui est un enfant qui est condamné finalement à mort, qui souffre d'une maladie qui n'a pas de cure, qui est incurable. Et donc elle raconte, c'est une courte nouvelle où elle raconte la relation, la narratrice raconte la relation qu'elle a nouée avec cet enfant, empreinte à la fois de tristesse et de nostalgie pour le pays natal, donc l'Iran, que la narratrice également a quitté. Donc il y a un peu il se lie d'une certaine façon avec cette nostalgie du pays natal et avec la joie de se retrouver en exil finalement. Et c'est la seule qui puisse, c'est-à-dire l'enfant ne parle pas, on le croit muet. C'est ça exactement. Personne ne comprend sa langue, il est en Allemagne. Personne, ouais. Et elle arrive et elle s'est dit ah ben il est afghan, mais alors on doit pouvoir parler. Et c'est les premières paroles de l'enfant. Exactement. Et c'est un peu aussi une nouvelle où elle explore, d'une certaine façon, elle met en scène aussi le manque qu'elle éprouve de son propre fils, dont elle avait confié la garde donc 1 an et demi avant la rédaction de cette nouvelle, donc, dont elle avait confié la garde à sa belle-mère, ne se considérant plus capable d'assurer l'éducation de son enfant après le divorce avec son époux. Et donc évidemment l'absence de son enfant dont la garde lui a été retirée par la suite et dont elle a été écartée durant tout le reste de son existence, le manque de son enfant l'a profondément tourmentée jusqu'à la fin, et c'est quelque chose qu'elle n'a jamais réussi à accepter. Et c'est quelque part ça qui aussi transparaît dans cette nouvelle et aussi dans une autre nouvelle qui a trait à l'enfance dans le recueil. Et je trouve que cette nouvelle a aussi quelque chose de prémonitoire. Parce que, bon, déjà, on a la Torah, mais ça nous renvoie au film à La Maison est noire, parce que là, on a presque l'impression qu'elle adopte cet enfant afghan, et elle-même, dans sa vie, bien plus tard, elle va en fait adopter le fils d'un... Ouais. Elle va adopter, durant le tournage de son film, donc de son seul film, La Maison est noire, en 1962, elle adopte l'enfant d'un couple de lépreux donc, qui vit dans cette léproserie à côté de Tabriz. Et donc cet enfant s'appelle Hossein Mansouri. Il vit encore à Munich, en Allemagne, si je ne me trompe pas. Et elle ramène cet enfant chez elle à Téhéran et elle va s'en occuper pendant plusieurs années avant de nouveau de confier l'enfant à sa propre mère cette fois-ci. Et c'est vrai que ce rapport à l'enfance et ce rapport non seulement à l'enfance, mais aux personnes démunies, aux personnes malades, aux personnes souffrantes, exclues, marginalisées, etc. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la vie de Foulore Farrokhzad depuis même son enfance. Enfin, c'est quelque chose qui était extrêmement présent. Il y a une vieille anecdote qui existe, qui a été racontée par sa sœur, comme quoi dans la famille Farrokhzad, il y avait une vieille cousine bossue, apparemment, bossue, extrêmement... un peu handicapée ou qui vivait chez eux et qui était traitée quasiment comme une servante. Et un jour, elle est tombée très malade et elle est décédée. Et apparemment, la seule personne qui allait la voir à l'hôpital et qui est allée à son enterrement et qui s'est occupée d'elle jusqu'au dernier moment, c'était Foulore Farrokhzad. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement chez Foulore, on retrouve également ça chez son frère, Fereidoune Farrokhzad, qui a énormément mis en avant
son activité philanthropique durant sa vie quand il était présentateur de télévision, qu'il avait un programme de télévision dans les années 70, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment dans la famille Pfallarsaut, cette dimension philanthropique, et qui venait peut-être de leur éducation ou de tant de raisons. Mais c'est intéressant, sans lui connaître d'engagement politique ou des choses comme ça, mais effectivement, c'est une constante qui traverse ce réel souci sincère et profond pour les gens souffrants ou exclus. Exactement. Alors peut-être une chose aussi, vous voyez, on découvre dans ce volume vraiment beaucoup d'aspects assez formidables. À la fois, on comprend des choses de son œuvre et puis on découvre vraiment une personnalité impressionnante. Un autre aspect qui est très, très, très présent, c'est son espèce de franchise. Hein. J'ai lu tout à l'heure un paragraphe à son ami Ahmad Reza Ahmadi, où elle lui dit non, ce que tu fais là, c'est nul, tu n'as pas trouvé ta voie. Il y a d'autres lettres où elle dit il faut jeter tout ça. Même il y a des lettres à son père aussi, je ne sais plus si je les ai notées, mais quand elle est en Allemagne, en fait, elle écrit à son père écoutez, vous auriez pu m'apporter une éducation. Ah ben si, voilà. Il me faudrait commencer par vous ou par cet homme qui, avec sa tendresse, aurait pu nous rapprocher de lui et devenir notre guide, mais qui, au lieu de cela, nous a éloignés de lui en nous terrifiant par sa violence, en nous obligeant à nous réfugier en elle-même. Donc elle parle à son père, elle a 20 ans, elle écrit à son père, donc de manière très virulente, très honnête. Elle fait ça aux amis. Elle a écrit à peu près au même moment un texte qui s'appelle « Je condamne les femmes », où elle est extrêmement dure envers certaines femmes, les femmes, et elle-même y compris, c'est ce qu'elle dit sur des revendications, mais qui ne sont pas assumées jusqu'au bout, et donc qui entretiennent une certaine servitude. Elle revient là-dessus dans son voyage en Europe. Je voulais vous lire aussi certains extraits de poèmes, mais je ne vais pas le faire parce que je lis déjà trop de choses et ça va nous emmener trop loin. Mais c'est très présent aussi dans sa poésie. À un moment, dans la poésie sur le jardin, elle condamne sa sœur avec Ronash Masnoui et tout. Enfin, en gros, elle dit sa sœur voudrait être authentique, mais tout chez elle est artificiel. Ou évidemment, dans Iman Biovarim Be Rosefas Lessard, où il y a cet homme qui marche, là, elle dit, mais en fait, il passe à côté de sa vie, ce monsieur, il est là. Donc, c'est extrêmement présent. Alors, est-ce que dans la traduction, ça, tu as trouvé tout de suite le ton pour rendre ça parce que moi, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. On l'imagine sans que ce soit aller acquis, enfin, je veux dire, sans que ça paraisse... ça semble authentique, en fait. Ouais, c'était pas forcément facile, surtout parce que de par la diversité des tons qui existent dans l'ouvrage, donc comme je vous l'ai dit, c'est un ouvrage donc il y a énormément de registres, de discours différents, et dans chacun, disons, cette exigence de vérité, de sincérité, de transparence s'incarne, mais d'une manière différente, avec un style différent, et chaque style et chaque discours requiert en fait un peu une attention particulière. Et c'est vrai que ça, c'était un des défis de la traduction, de pouvoir conserver l'incisivité de son discours, non seulement, mais aussi la qualité assez orale et directe de son discours, et en même temps, le poids presque parfois assez émotionnel ou simplement la magnitude de la volonté qu'elle exprime à travers ses mots. Et ça, c'est vrai que c'était un défi constant d'arriver à trouver en français une façon de porter toutes ces intentions-là, en fait. Toutes ces intentions, en tout cas, peut-être pas vraiment intention, le mot que je voudrais dire, mais peut-être la façon de pouvoir recréer en français une voix qui engage aussi physiquement le locuteur, qui engage aussi physiquement la personne aussi qui lit. D'une certaine façon, je pense que ces écrits en persan et ces écrits en prose sont des écrits qui font une impression extrêmement vive et extrêmement puissante sur celui qui les lit. Et en tout cas, sur moi, j'ai eu cette impression et j'ai essayé de chercher une voix en français, une manière en français de reproduire l'effet que moi j'éprouvais en lisant ces textes et en éprouvant et en vivant cette voix-là. Je trouve que dès les premières lignes, quand on lit ces lettres ou ces articles, moi j'ai imaginé une femme qui pourrait être française dans les années 60. Il y a quelque chose, j'imagine la voix dans les enregistrements de télé, vous savez, qui passe toujours à moitié, où il reste une voix un peu aigrelette et une voix à la fois
assuré, un peu effronté, mais avec une espèce, je sais pas, je dirais une énormité. En plus, c'est enregistré, mais d'élégance des années 60. Enfin, on voyait une femme qui passait à la télé dans les années 60. Les choses sont élégamment avancées, mais en même temps de manière très forte, assénées très clairement. Très assumé, ouais. Beaucoup de défiance. Ouais. C'est fort. Tout de suite, on imagine un personnage, en fait, puis on a son visage en tête, et donc on l'imagine tout de suite assez bien nous parler. Peut-être, je me permets une dernière question. Je ne veux pas abuser de votre patience avant de vous passer la parole. C'est l'autre aspect de Forough. Forough intime. On a ces prises de position publiques de Forough dans les entretiens, dans sa poésie, Forough vers l'extérieur qui est extrêmement forte comme ça. Et puis, on a des choses qui nous surprennent un peu. Je dis 2 micro-choses. Il y a, après la publication du poème Gonar, cette lettre qu'elle écrit à Parviz, donc à son mari, où elle s'excuse en quelque sorte de ce scandale. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails et je vous lis juste 2 lignes. Elle dit toi, donc elle parle à son mari, tu as le droit de me battre car j'ai été très mauvaise. Au lieu de consoler mon bon et lointain mari avec des paroles douces, je ne fais que t'insulter, il faut me couper la langue, je mérite ce châtiment. Donc des choses extrêmement fortes. Et différemment, mais dans les lettres à Golestan à la fin, et ça, je ne sais pas, mais on peut le trouver partout, au début et à la fin de chaque lettre, pratiquement, il y a une espèce d'amour fou dans une espèce de... Enfin, elle se rend complètement à cet amour total. Elle est plus du tout maîtresse d'elle et elle écrit des choses comme, je ne sais pas, la vérité est que je suis aujourd'hui... ce que je suis aujourd'hui est entièrement le produit de ton affection et de tes exigences. Je te dois tout. Je n'oublie pas à quel point les possibilités de trébucher et d'être humilié sont innombrables, à quel point je te suis redevable du fait d'être encore debout. Et ça traverse toute la correspondance avec Golestan. On sent que elle affirme se remettre complètement entre les mains de son amant. Moi, je pense que c'est compliqué à résumer, mais je pense qu'évidemment, pour être né dans une société et dans une famille où le fait d'être femme était quand même quelque part un stigmate, ou en tout cas était considéré quand même être une faiblesse quelque part congénitale, ou comment dire, un défaut quelque part, une tare, un défaut. Il y aura tellement de mots pour arriver à dire ça de tant de manières, mais je pense que c'est inévitable que l'expérience de cette infériorité, entre guillemets, culturellement assignée, fasse partie de son expérience, que l'expérience de cette faiblesse fasse partie de son expérience intime depuis le début de sa vie, et que ce soit justement aussi en réponse à cette faiblesse, en réponse au mépris qui lui était associé, qu'elle ait développé aussi toute la force et la puissance de sa propre révolte. Donc, quelque part, je pense que si elle a réussi à exprimer cette révolte, si elle a réussi à devenir l'incarnation de cette révolte, c'est en partie parce qu'elle était habitée par la conscience du stigmate qu'on lui renvoyait, par la conscience du mépris qui était attaché, qu'on lui avait fait subir. Et je pense que ce message de révolte, cette exigence de justice qu'il a toujours habité, cette exigence de vérité ne pouvait exister en elle, ou ne pouvait faire sens en elle comme expression, que parce qu'il y avait toujours la menace de cette faiblesse, la menace de cette fausseté, la menace de cette hypocrisie qui l'entourait de partout et qui la menaçait d'elle-même de l'intérieur. Donc quelque part, je pense que la lutte qu'elle incarnait, c'était aussi une lutte qu'elle avait à mener sur le front de sa propre intimité, de sa propre conscience. Donc je pense que c'est pour ça que... Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve dans les lettres à Golestan, où il y a un moment très très beau et très clair où elle dit mais c'est fou, quelque chose comme je t'aime tellement, un truc comme ça, que j'aimerais lasser tes chaussures, j'aimerais nettoyer tes chaussures, j'aimerais être presque ton esclave. Et elle dit mais tu t'étonnes peut-être que je t'écrive ces choses-là, parce que finalement moi je suis quelqu'un qui défend la justice entre les sexes et l'égalité entre les sexes. Mais elle dit un truc comme mais je suis quand même une femme, et je suis encore une femme. Et de cette façon
elle accepte quand même cet héritage qui est culturel, qui est le sien et qu'elle porte d'une certaine manière comme toutes les autres femmes de son époque et toutes les autres femmes d'aujourd'hui et de naguère. Et je pense qu'elle accepte qu'elle porte cet héritage et qu'en même temps, c'est parce que justement qu'elle le porte et qu'elle l'accepte qu'elle peut vouloir le récuser, le dépasser, se révolter contre lui. Et cette tension-là est constamment présente dans le livre. Et je pense que ça, c'est un des traits intéressants de son œuvre. C'est justement cette mise en scène de cette tension, la mise en scène de cette tension. Ouais, qu'on perçoit très bien dans ce volume. Merci beaucoup. Merci. Peut-être ou sûrement avez-vous des questions sur voilà ou pas. N'hésitez pas. On peut voilà. Bonsoir, merci pour cette présentation. Il y a juste une question spontanée qui me traverse. Qu'en est-il de la réception internationale de Forough Farrokhzad ? Est-ce qu'elle est suffisamment traduite, suffisamment enseignée dans les universités ? Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez des informations sur cette question ? Alors, international, je ne peux pas vous dire international. Je peux vous dire peut-être vaguement en tout cas pour le monde anglophone et francophone. Après, pour le reste, franchement, j'en sais pas grand-chose. Mais aux États-Unis, oui, il y a eu plusieurs traductions de sa poésie depuis les années 80, si je ne m'abuse, en tout cas. Et il y en a eu aussi un peu également de sa prose. En France, il y a eu des traductions aux éditions de Lettres persanes qui sont un petit peu moins bien distribuées et un peu moins bien connues, mais qui existent. C'est épuisé le volume, il me semble. Ouais. Et puis il y a eu sûrement des traductions avant celle-ci qui... j'avoue, je ne me souviens pas exactement lesquelles. Pour la prose ou la poésie pour la prose, je ne pense pas, mais pour la poésie... La poésie, il y a ces... Mais il y a eu celle-ci maintenant. Il y a ces fameuses éditions. Non, ça, c'est pas avant. Ça, je pense que c'est après. Laura Tirandoz. Non, mais par rapport à celle de Leila Enver, ouais. Mais donc, je pense que... Les éditions Arfouyen. C'est vrai, exactement. Ouais. C'est très bien, ouais. Ouais, c'est vrai. Je ne sais même plus qui avait fait la traduction. Ok, ouais. Oui, c'est vrai, je me souviens de ce recueil maintenant. Il y a, en Italie, il y a un gros volume là, bilingue qui est apparu récemment chez Bompiani de Domenico Ingenito, qui est maintenant prof aux États-Unis. Oui, il y a eu, je pense que depuis les années 80, il y a une certaine réception. Après, c'est vrai que je pense que c'est connu par les personnes qui étudient les lettres persanes, c'est connu par des gens qui s'intéressent peut-être à la littérature du Moyen-Orient, notamment la littérature féminine du Moyen-Orient, littérature moderne féminine du Moyen-Orient. Après, je pense que là où elle est connue de façon plus large, c'est à travers son film. Je dirais que son film a été reçu par un public plus large que ces textes, à mon avis, aujourd'hui au niveau international. Je pense qu'effectivement, on a un mouvement quand même, et ça rejoint ce qu'on disait au tout début, peut-être sur ce moment culturel et éditorial, où le fait, voilà, l'Italie Bompiani, c'est un éditeur, c'est pas un éditeur orientaliste ou iranien, et je pense qu'on a ce mouvement dans plusieurs pays. Nous, Mina Kavani, elle a commencé, je crois, elle a créé sa pièce à Malakoff ou quelque chose comme ça, mais là, c'était au Bouffe du Nord, et elle fait une tournée, donc là, les belles lettres, et puis Gallimard, j'ai l'impression qu'on a un mouvement où quand même... comment vous ne connaissez... Enfin, Rima Abdul-Malak a parlé de Forough là dans la NRF, et elle est allée en parler à la Maison de la Poésie il y a 2-3 semaines. Oui, je pense qu'en tant que figure mythique un peu de l'époque moderne, de l'histoire moderne iranienne, je pense que c'est... par-delà son œuvre, je pense qu'elle existe et elle est largement connue comme justement une figure centrale de l'histoire moderne iranienne, et une figure mythique qui rassemble qui rassemble des gens autour de laquelle les gens se rassemblent, que les gens invoquent pour différents motifs et pour différentes causes. Et à mon avis, oui, à travers aussi elle survit aussi à travers justement le récit qui entoure son existence et son œuvre. Est-ce que vous avez un enregistrement ? Juste, je me... De la voix ? Oui, est-ce qu'on pourrait entendre... Il y en a un, maman. Non, là, vous n'avez rien.
Il y a des enregistrements qui existent, J'imagine qu'on peut mais on trouver ça ne pourrait pas les facilement. mettre là, je crois pas. Sur YouTube, il Ouais. y a Oui, par exemple le j'imagine. Iman Biavarim be Orazefas les Sardes Non seulement elle lisait en public, mais ils avaient produit une cassette de lecture avec un peu de musique. avec un peu de musique. Quoi. Non, c'était plus la prose parce que j'ai trouvé que le texte, enfin les extraits que vous avez lus, sont vraiment très, très percutants, ouais. très, très intéressants. Mais ça, non, je voulais je pense l'entendre, pas. pas la même chose, Ouais. mais juste entendre sa voix dire la prose. Ou les entretiens. Mais je pense que, après les entretiens, c'est possible qu'il existe parce qu'il y a eu des entretiens qui étaient radiodiffusés. Qui étaient radiodiffusés, alors s'il existe, c'est si possible. vous avez vos entrées à l'INA iranien. Je chercherai. Non, mais il y a sûrement, c'est pour ça, il y a Ouais. sûrement des choses à découvrir, à trouver, soit dans les familles, dans la famille Golestan, soit dans des archives iraniennes. En tout cas, les extraits donnaient envie d'aller vers la source. Oui. Bon, là, on a fait, à la différence des volumes de poésie, de ces petits volumes de poésie, parce que le Gallimard, il est en traduction seule. On a fait en traduction seule, parce que le livre est déjà volumineux, ça aurait fait un pavé, et puis tout ne méritait pas forcément d'avoir le bilingue, ça devenait un peu un exercice de style. Déjà, si on le fait lire en français, c'est bien. Après, Sébastien sera ravi de vous montrer les magazines Ferdowsi de 1956. Voilà. Justement, ces différents textes, vous y êtes pris de quelle manière? Vous avez commencé par les lettres, vous avez commencé par les nouvelles En fait, non, je les ai compilés. J'ai suivi l'ordre chronologique, en fait. J'ai commencé par les plus anciens, idéalement, et je les ai traduits un par un jusqu'au dernier. C'est vrai qu'il y a un volume persan qui reprend certains des textes et qui est, lui, par typologie de textes. Ouais, non, il y a beaucoup de... Oui, les recueils sont généralement plutôt thématiques, mais j'ai décidé de suivre un ordre chronologique parce que je pensais que c'était aussi intéressant de mettre un peu tous ces textes sur le même plan et de les faire se suivre comme s'ils avaient tous la même valeur et comme s'ils appartenaient tous un peu au même geste, quoi, à la même intention d'une certaine façon. Mais du coup, j'imagine qu'en traduisant, vous êtes beaucoup impliqué dans la compréhension aussi de l'état d'esprit de Folour. Donc, ça doit être aussi intéressant de voir son évolution psychologique. Ouais. Non, et c'est vrai que la traduction, évidemment, le travail de traduction a évolué depuis la première version où, disons, je découvrais ces textes en français d'une certaine manière à la mesure que je les traduisais. Puis ensuite, évidemment, à partir de la deuxième, troisième version, etc., je me suis... Il y a d'un texte à un autre, j'ai pu comprendre mieux quel choix de traduction je devais faire ou quels efforts de cohérence je devais garder entre les différents textes pour que l'évolution de sa carrière et de son discours puisse être ressentie en français, etc. Donc oui, évidemment, de suivre aussi ce parcours chronologique, ça m'a aidé aussi à mieux comprendre ce que je traduisais, ouais, c'est certain. Alors là, on vient de découvrir donc Forough Farrokhzad, la nouvelliste, la journaliste un peu, l'essayiste. Est-ce qu'elle a laissé derrière elle des romans? Est-ce qu'il existe dans ses archives des romans qui n'ont pas été publiés ou non? Est-ce qu'elle s'est essayée à ce genre-là? À ma connaissance, non. Il n'y a pas de témoignage en ce sens, hormis le cas de ce scénario de film qu'elle aurait rédigé apparemment et qui aurait peut-être pu ressembler à une sorte de roman, enfin en tout cas d'une sorte peut-être de récit ou de trame un peu très détaillée. À ma connaissance, non, mais là encore, il n'existe pas d'archives Folour Farrokhzad. La famille presque certainement possède encore beaucoup de choses. Il y a des photographies de manuscrits qui surgissent ici et là dans différents ouvrages. Donc, à mon avis, il existe des archives familiales. Mais c'est compliqué de aussi tracer la famille. Oui, bien sûr. Ouais. On sait pas et franchement, je sais pas. Enfin, ça doit être possible de le savoir assez facilement, mais je sais pas très bien quel est l'état de ces archives, comment elles se présentent, où elles sont. Donc, mais je pense que de toute façon, il y a énormément d'inédits. J'ai aucun doute qu'il existe des poèmes. Bien que tous les recueils de poésie de Folour Farrokhzad qui existent en persan ou en français actuellement écrivent tous poésie complète, j'y crois pas une seconde, ils sont pas complets du tout. Donc je pense qu'il y a des inédits non seulement dans les journaux, dans les revues,
mais il y a des nouvelles qui sont inédites, il y a de la prose qui est inédite, et il y a forcément, et à mon avis, dans les archives de la famille Falourzad, il y a énormément de choses encore qu'on ne connaît pas et qui sont à découvrir. Espérons qu'ils seront conservés. Très bien. Bon. Merci. Merci. Ah, il y a peut-être une... Bon, on a discuté.